le désert. Rien n'y est fait. Il s'arrête un instant, demande aux migrants de se dégourdir les jambes, de boire un peu d'eau, car, précise-t-il toujours, nous sommes dans le désert. Si nous avons une panne qui doit durer des jours, ayons au moins de quoi boire par petites doses. Dans la cabine, le chauffeur a mis les 3 femmes qui font partie du voyage. En plus de ces femmes, son assistant était aussi dans la cabine. La voiture était donc bondée de toutes parts. Dans la nuit, le chauffeur utilise les petites lampes de côté plutôt que les phares pour éclairer sa route. Par moments, il éteint ses petites lampes et se met à tourner en zigzag jusqu'à ne plus laisser les traces de sa direction. Parfois aussi, il roule sur de longues distances presque au ralenti. Il peut s'arrêter et demander aux migrants de se soulager en ajoutant que maintenant nous allons rouler. Pas de bruit s'il vous plaît. Et une fois sorti de ce qu'on pourrait nommer une zone de turbulence identifiée par les chauffeurs qui connaissent déjà les manières des autres acteurs du désert, le chauffeur peut lancer un maintenant ça va. Une journée entière ne suffit pas pour sortir du désert. Le froid de la nuit n'a rien à envier à celui de nos villes en saison de pluie ou d'hiver. Lorsque le chauffeur entend un bruit lointain de voiture, il s'arrête pour savoir si ce sont les forces de l'ordre algériennes ou des milices armées patrouillant dans le désert. Pour les passagers, il est préférable que ce soit les forces de l'ordre, les milices étant redoutables à plusieurs égards. Elles dépouillent totalement leurs victimes. Elles peuvent aussi voler le carburant de notre véhicule et même violer les femmes présentes dans le convoi. Le chauffeur, qui est Touareg, connaît bien le désert. Il a toujours vécu dans ce lieu depuis sa tendre enfance. Il faut se cacher pour éviter d'être repéré. La voiture change alors de direction et emprunte les espaces entre les reliefs faits de grosses pierres posées les unes sur les autres comme si la main de l'homme était passée par là. À des rares endroits où se trouvent des montagnes et des pierres en plein désert, des écrits, des dessins sont marqués dans la pierre indiquant qu'à cet endroit a existé la vie humaine à un moment donné. Le désert est un endroit surnaturel qui transpire une force qui impose d'emblée le respect de ce qui se trouve en son sein. Le désert nous suspend dans un vide comme s'ouvrant dans une éternité. Il donne à réfléchir quant aux traces de vie passée qui jonchent ces montagnes de pierre. Une fois le danger écarté, le long voyage reprend son cours. Finalement, nous arrivons derrière les montagnes entourant Tamaracet. Tamaracet, c'est cette grande ville du sud désertique de l'Algérie. Alors, ici, une pause s'impose un peu pour expliquer les processus d'externalisation des contrôles des frontières extérieures de l'Europe. Quand je dis les frontières, la frontière commence au guichet. Les frontières européennes commencent au guichet des consulats à plus de 6000 km, 7000 km de l'Europe. Là, le migrant commence déjà à ressentir l'épaisseur, les manifestations de la frontière. Mais les frontières où, comment dire, le racket, le migrant est victime de racket et autres, là, ce n'est pas, il ne ressent pas encore avec force, avec acuité, ce que c'est que les frontières extérieures de l'Europe. C'est que la protection des frontières extérieures de l'Europe par ses partenaires du sud de la Méditerranée. Parce que l'Europe a un rôle, en tout cas, travaille avec les pays du sud de la Méditerranée qui sont dans son voisinage immédiat en leur versant de l'argent pour qu'ils contrôlent ses frontières extérieures. Alors, ici, je lis un peu, c'est quelques lignes, ce n'est pas beaucoup.
un texte qui nous montre en quoi consiste concrètement le contrôle des frontières extérieures de l'Europe par un partenaire comme l'Algérie. L'entrée dans le Maghreb inaugure une nouvelle géographie des circulations pour le migrant. L'externalisation des contrôles des frontières s'y présente sous des formes visibles selon les lieux et le contexte, des montagnes sasses et un espace verrouillé. Il est 4h30 du matin, il faut entrer dans la ville avant le lever du jour, et le plus vite sera le mieux. Cela suppose d'esquiver tant bien que mal les projecteurs installés au cœur de ces montagnes, parce que le migrant entre à Tamaracet. Tamaracet est une ville en cuvette, entourée d'une chaîne montagneuse. Et pour accéder à la ville de Tamaracet, il faut passer par ces montagnes qui font près de 1500 à 2000 mètres. Alors, il est 4 heures du matin, il faut entrer dans la ville avant le lever du jour, et le plus vite sera le mieux. Cela suppose d'esquiver tant bien que mal les projecteurs installés au cœur de ces montagnes, de faire fi des aboiements des chiens policiers qui signalent la présence humaine, d'éviter les patrouilles des nombreux véhicules militaires au ronflement strident, d'essayer de ne pas tenir compte de leurs phares allumés par intermittence et qui visent à embrouiller le clandestin en augmentant sa peur. Tous ces obstacles sont mis sur le chemin pour que la panique s'empare de chacun de nous et nous fasse tomber entre leurs mains. Nous parvenons quand même à rejoindre la ville avec un ouf de soulagement d'avoir tiré d'affaire pour le moment. Ce dispositif de surveillance est aussi une expression forte des politiques européennes d'externalisation des contrôles migratoires. Jusqu'aux années 2000, l'Algérie n'avait pas encore blindé ses montagnes en les transformant en véritables sas. Avec les dotations en véhicules tout-terrain mises à sa disposition par l'Union européenne, la traque des migrants dans le cœur de ces montagnes ressemble au scénario des films western. Dans le relief montagneux qui ceinture la ville de Tamaracet se trouvent des pierres avec des creux que les migrants aménagent pour y passer des nuits en hiver comme en été. Donc, ça, c'est l'entrée. C'est-à-dire qu'entrer dans la ville de Tamaracet n'est pas quelque chose de donné. Ce n'est pas quelque chose de donné. Parce que vous faites face à des obstacles réels, visibles, et qui matérialisent l'externalisation des contrôles des frontières extérieures de l'Europe à travers tout le dispositif que j'ai cité là, les chiens policiers, les feux qui s'allument, les phares de véhicules qui s'allument par intermittence. Et quand vous êtes arrêté, c'est le refoulement dans le désert du Mali. Donc, voilà un peu, comment l'Europe, c'est-à-dire, là, à partir de l'Algérie, on sent très bien que l'Europe, les frontières de l'Europe ne se limitent pas à ses frontières physiques naturelles, mais elles sont extensibles à souhait, parce qu'il faut empêcher la mobilité des migrants, même à l'intérieur de l'Afrique, même à l'intérieur de l'Afrique, parce que la mission européenne que nous rencontrons au Niger nous précise bien, il dit, pour nous, tant que vous êtes au Niger, vous êtes comme chez vous au Cameroun, en Guinée ou au Sénégal, il n'y a pas de différence. Vous êtes entre noirs, vous êtes chez vous, avec vos us et coutumes, pour nous, nous considérons que vous êtes dans un même espace. Mais nous vous prévenons, à partir du moment où vous entrez dans l'espace de maghrébin, vous ne serez plus chez vous. Vous serez visible, reconnaissable par tous et identifiable par la police qui pourra vous arrêter à tout moment. Et nous vous prévenons que ça ne sera pas facile. C'est les policiers, c'est la mission européenne qui nous prévient maintenant contre le racisme qu'on pourrait être victime de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup
frappé. Je crois même que dans la version révisée de celle-ci, il y a des éléments qu'il faudra ajouter, parce que ça, je l'ai fait vraiment très rapidement, quoi, pendant le premier confinement de 2020. Alors, à Tamaracet, je ne vous dis pas la précarité dans laquelle comment dire, c'est une précarité pas possible. Déjà dès Agadez, comme je vous disais, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture et autres, un pays est frappé par la famine, la précarité est grande. Parce que les migrants qui arrivent, qui n'ont plus d'argent, vous êtes abandonnés à vous-même. Et c'est la même chose quand on arrive à Tamaracet, où je voyais les moutons manger le carton. Pas d'herbe sur le sol. Ça, c'est des choses, moi, qui m'ont beaucoup frappé. Je voyais des migrants avec des joues rentrer à l'intérieur et je me demandais, mais comment ça? On dirait qu'il y a la guerre ici. Les migrants m'ont dit, oui, il y a la guerre, parce que pendant l'hiver, personne ne pouvait sortir comme ça. Non, non, on était tous dans les montagnes. Tous dans les montagnes, on était confinés dans les montagnes. Et quand vous êtes dans les montagnes, il n'y a pas de l'eau. L'eau est dans la ville, dans les montagnes, il n'y a pas de robinet. Vous ne pouvez pas vous laver, vous ne pouvez pas manger. Vous pouvez sortir la nuit pour aller taper un peu les portes de maison, on vous donne un peu à manger et vous rentrez dans les montagnes. Alors, dans l'Algérie de 2005, Médecins sans frontières n'était pas encore admis là-bas. Je ne sais même pas s'il est aujourd'hui. Parce que l'Algérie, pour ce cas-là, il faut dire que l'Algérie est quand même très dure par rapport au Maroc. Parce que le Maroc a accepté la présence de Médecins sans frontières. Or, l'Algérie a toujours refusé que Médecins sans frontières, qui est en partie constitué d'un personnel européen, s'installe sur son territoire. Donc, ce qui fait que, comment dire, les médicaments, les migrants n'avaient pas accès aux médicaments, ni aux couvertures qu'on peut donner aux migrants, comme on fait ici dans les campements, un peu partout. Donc vraiment, c'est l'abandon total. Parce que Médecins sans frontières, lui au moins, peut vous apporter de la nourriture. Il peut vous apporter des médicaments. Mais quand vous êtes abandonné à vous-même et que l'État algérien vous refuse tout, alors là, ça devient compliqué. Mais il faut quand même relativiser cette situation. Pourquoi? Parce que ce qui est aussi frappant, c'est que Tamaracet est une ville en construction. Dans le même temps, des migrants travaillent dans les chantiers du bâtiment. Les migrants travaillent dans le chantier du bâtiment. C'est vrai, ils sont en partie du Niger, ressortissants du Niger. Bon, le Niger et l'Algérie, comment dire, il n'y a pas d'immigration clandestine entre le Niger et l'Algérie, parce que le Niger est voisine. Ils partagent la même frontière avec l'Algérie. C'est deux pays qui ont des vieilles relations séculaires. Les uns vont chez les autres et ainsi de suite. Et c'est pour les migrants qui viennent de l'Afrique centrale, pas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, que les conditions de vie sont parfois très, 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 très difficiles en Algérie. Pour les autres, eux, ils viennent travailler en Algérie et ils rentrent peut-être en Guinée, ils rentrent peut-être au Sénégal, ils rentrent peut-être, je ne sais pas moi, au Niger. Là, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'arrive donc là à Tamaracet, il faut continuer. Pour continuer, il faut le passeur. On ne peut pas continuer sans passeur. Impossible de monter dans... Parce qu'à Tamaracet, quand on arrive à Tamaracet, tel que moi je suis arrivé, pour pouvoir continuer, soit on prend les agences régulières, soit on prend des passeurs qui vont passer avec nous par le désert, mais ça, on le fait à partir du Niger, et non à partir de Tamaracet. Alors, là, à Tamaracet, je trouve que les migrants eux-mêmes qui ont déjà mis du temps là-bas se sont transformés en passeurs. Et ils ont des amis, ils ont des relations dans le milieu de la police. Ils m'expliquent que vous nous payez 60 €, nous on va donner quelque chose à la police va vous laisser monter dans le car, les cars partent à 2 h du matin pour Alger, c'est 3 jours de voyage, 2600 km, et vous partirez. Mais sans ça, il n'y a pas moyen de quitter Tamaracet parce que les stations, les gares routières sont... il y a la police qui circule. Alors je paye, nous payons chacun 60 €, 120 € pour pouvoir atteindre
pouvoir continuer notre parcours. Et c'est comme ça que j'ai continué mon parcours jusqu'à Gardaïa. À Gardaïa, on a pris un autre car, on a payé jusqu'à Alger. À Alger, j'ai passé 8 mois. J'ai passé 8 mois à Alger. J'ai fait court pour aller très vite. J'ai passé 8 mois à Alger chez un couple camerounais qui avait déjà circulé beaucoup en Afrique du Nord. Eux, ils arrivaient de Libye et ils ont décidé de s'installer là à Alger, de monter un restaurant. Et j'ai travaillé chez eux et je suis resté là-bas pendant 8 mois, de mars à novembre. Et en travaillant chez eux, ça m'a permis de, comment dire, pas de toucher un salaire chaque mois, mais je mangeais et je dormais chez eux. Et au terme de mes 8 mois de travail, on m'a donné 700 €, plus l'argent que mes amis français m'avaient envoyé. Ça m'a permis de me retrouver avec 1300 €, de partir donc maintenant d'Alger pour Marnaya. Marnaya, c'est la frontière d'Algérie avec le Maroc. Alors, quand on arrive à Marnaya, il se trouve que la frontière est gérée désormais par les communautés des migrants. La frontière est gérée par les communautés des migrants. Les migrants sont regroupés en dehors de la ville, dans ce qu'on appelle l'oued, c'est-à-dire les passages d'eau, les cours d'eau. Et là-bas, ils sont regroupés par communautés nationales. Les Nigérians entre eux, les Guinéens entre eux, les Camerounais entre eux, les Congolais entre eux. Et tout ça, c'est en dehors de la ville, vraiment à la frontière. Et pour passer, il faut payer. Et alors, comme j'avais passé 8 mois à Alger, et que les gens chez qui j'étais maîtrisaient par leur ancienneté en Afrique du Nord les différentes connexions du passage, ils ont appelé dans la forêt des Belounesh, et Belounesh les a mis en contact avec les gens de Marnaya, la communauté camerounaise qui a la frontière de l'Algérie et le Maroc. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai payé 300 € au chairman, c'est-à-dire le président de la communauté camerounaise. Il m'a confié il a demandé à ces gens, ces hommes de main, quelques-uns de m'accompagner jusqu'au Maroc. Ils m'ont pris et pendant que nous marchons dans la nuit, j'entends des voix qui s'élèvent. Je leur demande, mais c'est quoi ça? Il y a une alerte. Ils disent, non, calme-toi. On voit les Nigérians apparaître. Et ils me disent, non, c'est les Nigérians, nous sommes déjà dans leur territoire, il faut payer le passage. Ils prennent l'argent que le président de la communauté avait donné, ils remettent aux hommes du camp nigérian et ils nous laissent passer. Et quand nous arrivons donc maintenant dans la ville, au début de la ville, on trouve un chauffeur de taxi marocain qui nous prend dans sa 505 pour nous amener à l'intérieur de la ville. Donc, la frontière est vraiment gérée. Ce n'est pas un espace comment dire, je pars de Fougères, non, je sors de l'île-et-Vilaine, j'entre dans comment on appelle ça, la Mayenne. Comme ça, non. Je peux partir de l'île-et-Vilaine une fois que j'ai traversé Fougères à pied pour aller peut-être à Ernée dans la Mayenne. Non, la frontière est gérée, il faut payer. Et il faut, être accompagné par ceux qui ont la légitimité de circuler, de faire des va-et-vient dans cet espace-là. Là, ce n'est plus l'armée, les deux armées, simplement, qui font le travail, mais les migrants se sont installés. Puisque, plus tard, moi, j'ai compris que les migrants sont dans cette posture parce qu'ils ne sont pas dedans, ils sont en dehors. Quand vous êtes en dehors, dans des hors-lieux, on vous dit c'est là que vous êtes confinés. Vous pouvez partir de là pour aller travailler dans les champs, chez les agriculteurs, dans le bâtiment. Et vous revenez dormir là dans les tentes qu'ils fabriquent, mais pas dans la ville. Vous êtes illégitime. L'effacement. Vous êtes effacé. On ne se mélange pas. Vous êtes vraiment en dehors de la ville. Là où l'espace qui vous est toléré, c'est
ces lieux-là, qui sont vraiment les lieux de l'effacement en dehors de la ville, les hors-lieux, comme les anthropologues les nomment. Et je suis arrivé donc à Oujda dans la nuit. Il faisait froid parce que là c'était déjà novembre, c'est lié à l'hiver. Le 11 novembre, j'arrive là. Samedi 12 novembre, le matin, on me dit, bon ben, Jean lui donne une demi-carte photo. Je donne la demi-carte photo, ils vont m'établir une espèce de certificat de réfugié, de demande. Comment on dit ça? Oui, certificat de réfugié. Et on me dit, c'est avec ça qu'il faudra aller prendre le train pour aller à Rabat. Je dis, ah bon? Bon ben, je prends le taxi, on me montre comment on fait pour prendre le taxi. Je prends le taxi, j'arrive à la gare d'Oujda, je me mets dans les rangs pour acheter mon ticket de train. La police vient vers moi, on me sort des rangs en me poussant sans rien me dire. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Je demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On me demande, vous parlez français? J'ai dit oui, je parle français. On me demande, vous allez où? J'ai dit, je vais à Oujda. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je suis étudiant à Oujda. Je vais à Rabat. Je suis étudiant à Oujda. Comment ça, vous êtes étudiant? Quel est votre... Vous avez les pièces? Oui, j'ai dit, voici mon certificat de réfugié. Je présente mon certificat de réfugié. Alors, je me rends compte qu'en discutant avec le policier, le fait de parler français les interpelle. Parce qu'ils m'ont demandé, vous parlez français? Et je me rends compte que le fait de parler français les interpelle. Et dès que j'ai senti cela, je me suis mis donc à parler, et je parlais, ils me disaient vraiment, allez prendre le bus. Allez à la gare routière, prenez le bus pour Rabat. J'ai dit non, je préfère voyager en train. Il me dit non, le train vous facilite la tâche. Le train vous facilite la tâche, allez prendre le bus. Parce que par train, vous n'aurez pas les contrôles, alors que par bus, vous aurez les contrôles. Donc, tout est fait pour entraver la mobilité du migrant. Et on m'empêche de prendre mon train. Je rentre au domicile d'accueil. Le lendemain matin, tôt, le 13 novembre, tôt le matin, je pars à la gare. Je me remets dans les rangs. On vient encore me bousculer. Et je leur explique que mais je voudrais me rendre à Rabat. Le policier, parce que ce n'étaient pas les mêmes policiers, le policier que je trouve le dimanche matin, 13 novembre, il me demande si le certificat de réfugié est le mien. Je lui dis oui, c'est le mien. Il me demande de confirmer. Je lui dis oui, je vous confirme que c'est le mien. Il me dit bon, comme vous dites que vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous étudiez donc ici? J'ai dit le droit. Il me demande bon, vous dites que vous étudiez le droit? J'ai dit oui. Quelles sont donc les matières du droit? Je lui demande dans quel domaine? Il me dit dans votre domaine. Bon, je comprends que lui-même ne maîtrise pas très bien son affaire. Je me mets donc à lui citer les matières du droit privé et je vois que les deux policiers se regardent. Donc, ils accordent du crédit à ce que j'ai dit. Ok, l'un me demande d'aller acheter le ticket. J'ai acheté le ticket et je suis parti monter dans le train. Et là, comme j'ai dit dans le livre, la langue française m'a sauvé. De parler français, ça m'a aidé, ça a été utile. Et c'est comme ça que je vais arriver à Rabat et continuer. À Rabat aussi, il y a un migrant qui va venir me chercher, il faut payer près de 200 €. Je paye pour pouvoir continuer jusqu'à la forêt. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais si vous avez lu le livre, vous allez constater que quand je pars à la forêt, c'est sans arrêt. Oui, c'est une bagarre parce que même ceux qui viennent me prendre, en tout cas, déjà, quand j'arrive à Finidec, pour aller dans la forêt, je tombe dans une embuscade. Les militaires et les clochards, je me cache, heureusement, on ne va pas m'arrêter. Et finalement, les gens de la forêt viennent donc me récupérer vers minuit passé pour aller avec moi. Et ceux qui viennent me récupérer en cours de route s'arrêtent et ils me demandent de payer. J'étais fatigué, je ne peux pas vous décrire la soif qui m'étranglait. Je suis arrivé dans la forêt, j'ai trouvé un espace dévasté. Dévasté. Toutes les tentes étaient à même le sol, détruites. On dirait un théâtre de guerre. Et je me rappelle, j'ai vu un monsieur devant moi, Kérékou, un béninois, il marchait avec la canne.
maigre. Mais ça m'a donné la chair de poule. Je me suis demandé, mais où est-ce que j'ai atterri? Très maigre, très maigre. Alors, ce que je n'ai pas dit, ce qu'il faut préciser, c'est que j'arrive à Finidec, dans la forêt de Belunech, en 2005. 2005, c'est après les assauts des migrants sur les murs. Je ne sais pas si vous voyez ça. 2005, les migrants font les assauts, la police marocaine, espagnole réagit. À partir à balles réelles, il y a 15 morts. Donc, la forêt est encerclée. Donc, moi, j'arrive dans une forêt qui est encerclée par l'armée marocaine. Mais je ne le savais pas. Ça fait que quand j'évoluais pour aller dans la forêt, je ne savais pas que les militaires m'avaient repéré à un certain niveau. Et que le camion des éboueurs qui klaxonnait à mon niveau, c'était pour me dire, mais tu peux pas te donner à l'abattoir? Parce qu'ils avaient vu qu'il y avait les soldats qui étaient de l'autre côté. Et moi, je marchais, comment dire, j'avance, j'ai fait face à une meute de chiens qui m'attaquent, près de 8 chiens, qui veulent tous se jeter sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis mis à leur parler comme à des êtres humains. Je leur ai dit vraiment, pardonnez-moi. Je n'avais plus de mots, je leur ai seulement dit, pardonnez-moi. Je ne sais même pas là où je vais. Je ne sais même pas là où je me rends. Je suis perdu, dépassé. Il n'était pas dans mon intention de vous troubler. Pardonnez-moi. Comme si les chiens avaient, comment dire, écouté ma supplique. Allez hop. Ils sont retournés se coucher et ils ont commencé à me regarder. J'ai continué ma route. Et en levant la tête, comment ça? Je vois que je fais face aux soldats, à toutes sortes de jeunes, mais sales. C'est là que je comprends que, oh là, l'affaire ne fait que commencer. Je cherche n'importe... J'appelle d'abord le chairman de la forêt, je lui dis, je suis face aux militaires, il me dit, cache-toi comme tu peux. Là, on ne peut rien faire pour toi. J'éteins mon téléphone et puis bon, j'essaye de me cacher. Ils m'ont cherché tout, parce que je suis arrivé là-bas, je crois, avant 9 h du matin. Ils m'ont cherché toute la journée. C'est vers 8 h du soir qu'ils ont arrêté leur recherche. Et après ça, bon, j'ai pu rentrer en contact discrètement avec la forêt, qui était étonnée. Ils ont dépêché les gens pour venir me chercher. C'est comme ça donc, que j'ai vécu dans la forêt pendant près de 2 ans, 2005, 2007, comme j'ai dit dans le livre, parce que l'hospitalité des sangliers, c'est aussi une façon de dire que quand les migrants arrivent au Maroc, ils n'ont pas un lieu où atterrir. Ils n'ont pas de lieu où atterrir. Et les seuls lieux qui peuvent les recevoir, ce sont ces lieux qui sont vraiment... parce que la forêt des Bellunes, c'est une forêt épaisse. C'est vraiment une forêt épaisse, un tapis de forêt sur une chaîne montagneuse, d'ailleurs de plusieurs kilomètres qui traverse tout le nord du Rif. Le Rif, c'est dans le nord du Maroc. C'est à l'intérieur que vont s'installer les migrants et c'est à l'intérieur là-bas que viennent les retrouver Médecins sans frontières parce que, bon, à un moment, avec cette guerre de 2005 là, entre les migrants et les forces, les polices marocaines et espagnoles, à la suite de cette guerre-là, Médecins sans frontières a pu, en tout cas de cet incident-là, Médecins sans frontières, ce malheureux incident, il faut le dire comme ça, Médecins sans frontières a pu, non, une guerre, parce que quand vous tirez sur les êtres humains à balles réelles, c'est la guerre, ce n'est même pas un simple incident, c'est une guerre. Et Médecins sans frontières a pu entrer dans la forêt pour venir approvisionner les migrants en bâches, en couverture, en médicaments, les femmes enceintes, les prendre, les amener dans leur centre de santé ou les centres de santé publics sous leur protection pour qu'on les fasse accoucher. Et dans la forêt, les migrants eux-mêmes s'arrangeaient souvent à faire accoucher les femmes quand Médecins sans frontières ne pouvaient pas arriver à temps. Donc dans la forêt, comment dire, la vie continuait, elle ne s'arrêtait pas. Les femmes continuaient à accoucher. Comme quelqu'un dira, à un moment donné, les Marocains, des militants européens se sont rendus compte qu'en forêt, il y avait beaucoup de gens qui avaient des profils de réfugiés parce qu'ils venaient des pays comme la RDC, qui était toujours en guerre, beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne comme la Côte d'Ivoire, qui avait connu sa guerre dès le début des années 2000. Donc, des pays qui étaient des foyers de stabilité se sont transformés en foyers d'instabilité.
mettant comme ça en mouvement de mobilité des milliers de migrants qui se sont retrouvés dans une nouvelle géographie migratoire, donnant accès au pays de l'Afrique du Nord. Et quand les migrants arrivent en Afrique du Nord, se pose ce problème qui revient toujours sur la table, la crainte des pays européens de voir une pression s'exercer sur leurs frontières. Et là, à partir des années 90 d'ailleurs, les pays européens vont demander expressément, très clairement, très explicitement à l'Europe de jouer le rôle de gendarme, au Maroc plutôt, pays de l'Afrique du Nord, de jouer le rôle de gendarme sur ses frontières, à ses frontières extérieures, moyennant des enveloppes financières et avec un chantage en plus, en subordonnant l'aide au développement à la surveillance de ces frontières-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, va s'installer un bon rapport de partenariat, de collaboration, mais que des pays comme le Maroc vont savoir exploiter pour monter les enchères en demandant toujours, en réclamant toujours davantage de l'argent pour jouer ce rôle de police aux frontières extérieures de l'Europe, en demandant par exemple qu'on augmente les quotas des visas pour les ressortissants marocains, en demandant par exemple qu'on fasse entrer le Maroc dans le système Erasmus, alors qu'il n'est pas sur le territoire, géographiquement sur le territoire européen. Le Maroc va avoir le statut, la qualité du statut avancé, qui va lui permettre d'avoir des rapports privilégiés avec l'Europe. Le Maroc ne va pas se contenter de cela. Il sera toujours en train de redemander, de redemander, de redemander. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était quand avant-hier, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc sont placés sur la sellette par l'Union européenne parce qu'ils refusent de signer les laissez-passer pour que l'Europe expulse les ressortissants sur leur territoire.